Ok, bien donc bonjour à tous. Je vous remercie d'être là pour cette conférence qui me tient particulièrement à cœur et comme je le disais tout à l'heure, en plus au Canada, c'est juste magnifique pour moi. Nous allons tenter de répondre à cette question de l'existence du haut potentiel. Alors, donc, je vais vous présenter un petit peu mon parcours, c'est-à-dire que je suis psychologue clinicienne et neuropsychologue donc, de l'Université de Liège en Belgique et depuis 2001, je reçois en cabinet privé de nombreuses personnes de tous horizons dans le cadre de la conduite de bilan cognitif ou de la thérapie. Cela m'a amené à me spécialiser dans le domaine du haut potentiel. Cette double casquette est très intéressante dans ma pratique car elle me permet d'avoir une fenêtre de perception qui est beaucoup plus large du fait de ces différents référents. Et donc, comme on l'a dit, cette conférence va se dérouler en deux parties. Dans cette première partie, nous allons d'abord faire toute la lumière sur le concept du haut potentiel en suivant l'évolution de sa définition. Après donc une brève introduction, nous allons découvrir les controverses autour de cette notion de haut potentiel et voir si ce concept représente une réalité. Ensuite, après une petite interruption, nous traiterons dans une deuxième partie des questions plus spécifiques à la notion d'intelligence. D'emblée, on peut voir que le vocabulaire qui qualifie les personnes à haute capacité intellectuelle est très divers. Il varie en fonction du lieu, de la période historique ou du courant auquel on se réfère. On parle notamment de surdoués, d'enfants intellectuellement précoces, de doués, de talentueux, de haut potentiel ou encore de zèbres. Cela dénote la difficulté de se faire une représentation claire de ce qu'est le haut potentiel et les personnes à haute capacité intellectuelle. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe toujours pas de consensus sur la définition ou sur un seuil à définir pour cibler cette population. Et on peut voir apparaître deux représentations contradictoires qui proviennent de l'histoire de la notion du haut potentiel. À l'époque, on qualifiait d'enfant surdoué un enfant qui avait un quotient intellectuel supérieur à un score de 130. Cela correspond à deux écarts types au-dessus de la moyenne à une échelle de Wechsler qui possède une moyenne de 100 et un écart type de 15. Cela signifie que c'est le seuil statistique indicatif d'un décalage significatif par rapport à la tranche d'âge de la personne. Cette définition associait la surdouance à une réussite scolaire et un avenir professionnel brillant. Ce qui, pensait-on, devait nécessairement avoir pour conséquence une sensation de réussite globale dans la vie. Nous allons voir d'où cela vient. En fait, en 1904, il a d'abord été demandé à Binet de développer un test afin de pouvoir identifier les élèves qui ont un retard mental, dans le but que ces derniers puissent bénéficier de conditions éducatives adaptées, c'est-à-dire, en tout cas, c'est comme ça qu'on le nomme en Belgique, l'enseignement spécial. Binet crée alors le premier test d'intelligence, le test de Binet-Simon. Il faut savoir, et c'est extrêmement important, qu'un des critères de validité de son échelle, à ce moment-là, est l'observation d'une relation entre le degré de réussite des épreuves et les performances scolaires. Ensuite, Terman est le premier à s'intéresser aux personnes qui sont de l'autre côté de la courbe. Il réalise les études longitudinales les plus importantes ayant jamais été réalisées sur cette thématique. Ce sont les célèbres, excusez-moi pour mon accent anglais, Genetic Studies of Genius. Donc, ce sont des études qui ont été faites de 1921 à 1959. Terman a isolé une population cible constituée d'enfants à haut QI qu'il a appelée ses termites.
et il a suivi leur évolution jusqu'à l'âge adulte. Il ressort de ces fameuses études que les termites sont plus robustes, plus gais, plus sociables que la moyenne. En outre, plus le QI est élevé, mieux ils réussissent à l'école. Jusque-là, c'est logique puisque nous avons vu que c'était un des critères de validité des tests lors de sa constitution. Et donc, plus ils réussissent à l'école, plus ils atteignent un niveau de développement élevé, plus ils obtiennent des revenus élevés, plus leur employeur est satisfait et quelque part meilleure aussi est leur santé puisque le système de santé est privé aux États-Unis. Et donc, ce qui amène à plus leur espérance de vie est longue. On a donc l'idée d'une meilleure qualité de vie. On voit donc apparaître cette première idée reçue qui est que la surdouance est associée à une réussite globale dans la vie, à un avenir brillant. Cependant, on ne peut exclure un biais puisque les termites, sachant ce pourquoi ils avaient été sélectionnés, cela peut avoir influencé leur parcours. Par la suite, des idées reçues inverses se sont développées, décrivant le haut potentiel comme un fléau, un handicap dû à un fonctionnement cérébral qualitativement différent, à des traits de personnalité spécifiques tels que l'arborescence de la pensée ou l'hypersensibilité, qui sont en fait considérés comme des difficultés psychologiques. On peut voir donc apparaître l'idée reçue inverse. Le haut potentiel est alors associé à une souffrance, un échec global dans la vie. Certaines personnes disent d'ailleurs qu'elles sont intelligentes sur base de ces traits. Nous allons voir si ce concept de haut potentiel existe vraiment. Il y a une quarantaine d'années, alors qu'il était acquis que la surdouance impliquait une réussite scolaire et un avenir brillant grâce à Terman, comme on l'a vu tout à l'heure, Jean-Charles Terrassier, un psychologue clinicien français, fait état de difficultés chez certains enfants issus de sa consultation. Il observe un état de souffrance et d'échec chez certains enfants malgré leur potentiel. Il fonde alors l'ANPEIP ou l'ANPEP, l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces, une association constituée d'un réseau d'une centaine de parents bénévoles ainsi que d'experts, un comité honorifique formé principalement de praticiens. Et il se développe pour la reconnaissance des jeunes surdoués. Cette association demande à l'Éducation nationale de se préoccuper de ces jeunes surdoués alors que celle-ci refusait en France jusque-là de les favoriser par des adaptations spécifiques. Il ne voulait pas creuser les inégalités, l'école se voulant la même pour tous. Rejointe par d'autres associations par la suite, l'ANPEIP réclame que l'enseignement respecte leur rythme de développement par des adaptations, des aménagements pédagogiques spécifiques à leurs besoins particuliers. C'est-à-dire qu'ils demandent une approche pédagogique qui ne tiendrait pas compte uniquement de l'âge réel. Cette association organise un grand congrès, le congrès de Nice de 1978. Cependant, ces idées y sont très mal reçues et elles se trouvent accusées d'élitisme par la presse. Afin de revendiquer que ces enfants possèdent des particularités dont il est primordial de tenir compte, Jean-Charles Terrassier crée alors, sur base de ses observations en consultation, de nouveaux termes qui s'appliqueraient de façon spécifique à la psychologie de ces jeunes surdoués, dont celui de dysynchronie interne et sociale, c'est-à-dire un développement hétérogène entre le domaine intellectuel et toutes les autres sphères de développement, les domaines affectifs, psychomoteurs et sociaux. On peut voir qu'il utilise le suffixe « dys », invoquant déjà l'idée d'une pathologie. Le surdoué fait alors place à l'enfant intellectuellement précoce, notion plus politiquement correcte, et il faut attendre 2002
pour que l'éducation nationale française rende un rapport, le rapport de Laubier qui a été revu en 2014, ayant pour conséquence la légitimation officielle de la cause des enfants intellectuellement précoces comme public spécifique au même rang que les élèves handicapés. Le haut potentiel se voit donc associé à un handicap qui conduit à l'échec scolaire. Le ton est donné et la porte ouverte à toutes les dérives. Depuis lors, une guerre s'est engagée autour de ce concept de haut potentiel. En effet, depuis une quinzaine d'années, d'autres praticiens de terrain, tels que des psychologues, des coachs, etc., ont également énoncé sur base de témoignages recueillis lors des consultations privées ou dans les services hospitaliers que les personnes ayant de hautes capacités intellectuelles possèdent un ensemble de traits particuliers, c'est-à-dire des caractéristiques qualitatives spécifiques, un fonctionnement psychologique global différent, qui serait sous-tendu par des caractéristiques cérébrales qualitativement différentes, ou encore un cerveau qui fonctionne de manière distincte. Ces praticiens en ont fait une théorie qui catégorise la population en deux groupes, les HP versus non-HP. Les profils neuroatypiques, c'est-à-dire neurologiquement singuliers, versus les normopensants, comme on peut voir dans certains livres, notamment celui de Christelle Petit-Colin. Et donc, c'est le nom de cette approche, l'approche catégorielle. Partant de l'hypothèse avancée précédemment par certains psychiatres tels que Lombroso, fin du XIXe siècle, qui associe le génie à la folie, il conclut, ces praticiens, que les hautes capacités intellectuelles de leurs patients les rendent victimes d'un avantage dangereux qui leur cause à tous une multitude de troubles. Tout un tas de troubles cognitifs. On a entendu parler du raisonnement en arborescence. Tout un tas de dyslexie, dyspraxie, etc. L'hyperactivité, des troubles attentionnels, mais également tout un tas de troubles émotionnels tels que l'anxiété, la dépression. On pourrait mettre l'hypersensibilité aussi dans ces troubles émotionnels. On a aussi le perfectionnisme ou bien encore des difficultés relationnelles, voire une inadaptation sociale qui peuvent être représentées comme sous les troubles phobie sociale ou troubles autistiques. Sur base de ces idées reçues véhiculées largement par les médias, le haut potentiel devient une pathologie avec des critères diagnostiques tels que ceux définis par un trouble mental qui suffisent à identifier de hautes capacités intellectuelles chez tout individu. En effet, ces praticiens établissent des questionnaires ou des checklists pour identifier leur patientèle. Ils l'appellent l'évaluation qualitative. Le haut potentiel se voit donc associé à une maladie mentale, un trouble psychopathologique. Or, il existe un biais de recrutement évident, un problème d'échantillonnage provenant de la vision du monde de ces praticiens qui ont pu percevoir une souffrance chez les personnes ayant de hautes capacités intellectuelles de par leur plainte en consultation. En effet, ils ont inféré sur base des personnes à OQI qu'ils ont reçues que tous les hauts potentiels avaient des troubles et même qu'il suffit d'avoir des troubles pour être haut potentiel. On ne peut cependant pas généraliser ce qu'on voit dans un cabinet de consultation à toute une population. Grâce aux analyses provenant de l'ensemble de la littérature scientifique, l'analyse des métadonnées, lorsqu'on prend un échantillon représentatif de tous les surdoués, c'est-à-dire qui inclut ce que Nicolas Gouvry appelle les surdoués ordinaires, on peut conclure
que l'association d'un QI supérieur et d'un trouble ou d'un échec scolaire est due au hasard. Avoir de hautes capacités intellectuelles n'immunise pas contre les difficultés. Cependant, il ne faut pas chercher un lien de causalité entre les deux. Du point de vue du fonctionnement cognitif, on peut maintenant confirmer que les personnes qui ont de hautes capacités intellectuelles n'ont pas un profil de score qualitativement différent du reste de la population. Il n'existe pas d'hétérogénéité dysfonctionnelle telle que le disait Jean-Charles Terrassier, mais une hétérogénéité qui correspond aux prédictions statistiques. En outre, les études scientifiques permettent de prouver que les caractéristiques qualitatives qui ont été énoncées par ces praticiens ne sont pas significativement plus présentes au sein de la population à haut potentiel qu'au sein de la population tout venant. En outre, certains concepts tels que l'arborescence de la pensée et l'hypersensibilité sont des notions un peu floues, des fourre-tout qui mélangent tout un tas de concepts scientifiques. D'autre part, lorsqu'on cherche un échantillon représentatif de l'ensemble des personnes à haute capacité intellectuelle, les données issues des études sur la structure de l'intelligence ne permettent pas d'affirmer qu'à partir d'un seuil, l'intelligence est organisée et fonctionne d'une manière particulière. Certains attributs se dégagent bien avec le QI. Ce ne sont toutefois pas des caractéristiques qualitatives intrinsèques et fixes, telles que des traits de personnalité, mais bien de meilleures habiletés, de meilleures compétences qui découlent directement des caractéristiques cognitives cérébrale. Il s'agit principalement d'une meilleure efficacité, la personne fournit moins d'efforts en résolution de tâches, d'une meilleure rapidité de la cognition, la vitesse de traitement, et d'une meilleure mise en lien de l'information, ce qui amène de meilleures facultés d'apprentissage. Et ce, notamment du fait d'une plus grande activation des régions préfrontales et pariétales postérieures, et d'une plus grande connectivité fonctionnelle et anatomique, particulièrement entre les deux hémisphères. Le haut potentiel concerne donc bien de meilleures habiletés cognitives, de meilleures compétences. Il faut encore s'accorder sur le fait que placer une limite qui catégorise l'intelligence n'a de valeur qu'arbitraire, puisque définir un seuil qui dichotomise cette réalité, en fait, ne fonctionne pas parce que la réalité est continue. En effet, on sait maintenant que l'intelligence s'inscrit dans un continuum. Si certains attributs se dégagent avec le QI, c'est uniquement en termes de degrés. Les études scientifiques permettent de confirmer qu'on n'arrive jamais à isoler deux types de populations. Elles ne montrent aucun effet de seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une discontinuité entre les sujets ayant de hautes capacités intellectuelles et les sujets à QI normaux, mais bien une évolution linéaire telle qu'on le voit ici avec cette courbe. On ne voit pas des nuages de points qui vont être complètement décalés les uns par rapport aux autres. Les personnes à haut QI sont donc bien dans la continuité du reste de la population. Le haut potentiel concerne donc bien des attributs cognitifs, comme on l'a dit tout à l'heure, mais quantitatifs et non qualitatifs. Par conséquent, le concept de haut potentiel représente-t-il vraiment une réalité? En conclusion, on n'est pas haut potentiel, ce n'est pas une identité puisqu'il ne s'agit pas de traits de personnalité spécifiques ou de fonctionnement psychologique différents. Le haut potentiel ne fait pas non plus partie des troubles psychopathologiques et ne figure bien sûr pas dans les manuels diagnostiques référençant les troubles mentaux tels que le DSM. Personnellement, je pense même qu'il n'y a pas de thérapie spécifique puisque les hautes capacités ne sont pas liées à des difficultés.
qu'elles soient cognitives, émotionnelles ou sociales. En effet, dans tout le domaine médical, on établit d'abord un diagnostic par une étape d'évaluation et de ce diagnostic, on infère alors un traitement qui est spécifique. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Ces déclarations sont donc des légendes, des mythes, la légende noire des surdoués, comme dit Franck Ramu, qui font croire à tort que les problèmes énoncés, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans toute la population, tous ces troubles, sont des effets secondaires de l'intelligence. Malheureusement, c'est une théorie qui est tellement séduisante qu'elle se répand comme une traînée de poudre par l'utilisation de procédés de manipulation tels que profiter de la vulnérabilité des gens en les victimisant tout en les décourageant de se confronter aux faits réels. En effet, ces praticiens affirment que le test de QI ne doit pas être proposé systématiquement puisqu'il ne prend pas en compte leur fonctionnement psychologique singulier. On peut avoir un haut potentiel puisqu'il s'agit de meilleures habiletés cognitives, de meilleures compétences, tout en s'entendant sur le fait que placer une limite à l'intelligence est arbitraire, puisqu'on ne peut pas définir un seuil qui dichotomise la population et que c'est une évolution linéaire. Le haut potentiel s'avère donc être un concept arbitraire. Mais alors, qu'est-ce que l'intelligence et comment la mesure-t-on? Pour répondre à ces questions, je vous invite de participer à la deuxième partie de cette conférence.